Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette troisième conférence de la mini-série de webinaires de l'INRA dédiée au cannabis chanvre qui est organisée dans le cadre de la série de webinaires de l'INRA réservée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Je souhaite à tous les participants une très bonne année 2023 déjà et qu'elle soit pleine de bonheur et de réussite à tout le monde. Je vous souhaite également la bienvenue à ce webinaire et je vous remercie toutes et tous de participer à cette conférence et d'enrichir éventuellement le débat par vos questions et commentaires. Je passe la parole directement à Dr Iman Tami Alami, chef de la division scientifique de l'INRA, pour présenter le contexte de la mini-série des webinaires sur le cannabis, d'introduire notre conférencier et aussi la thématique de ce webinaire. Elle gérera aussi la suite de ce webinaire jusqu'à la fin de la session de la discussion. Dr Tami Alami, la parole est à vous. Merci beaucoup, Si Benjeloun. Bonjour, bonjour Si Marzouki, bonjour, chers participants. Je vous souhaite à mon tour une bonne et heureuse année à vous tous et bienvenue à ces séries de webinaires et spécialement cette troisième série. Donc, je donnerai un peu le contexte de ces séries de webinaires sur le cannabis. Donc, la promulgation de la loi 1321 relative aux usages licites du cannabis marque un point d'inflexion concernant l'usage et la perception de la culture de cannabis et ses débouchés au Maroc. Il ouvre plusieurs perspectives et impose des challenges aux différents acteurs actuels et potentiels qui œuvrent dans les valeurs liées. Bon, le besoin d'échanger les connaissances scientifiques et les expériences est de plus en plus important afin d'extérioriser au milieu les potentialités présentes. Dans ce contexte et dans le cadre de sa série des webinaires dédiés à la discussion des tendances et innovations en agriculture, l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, organise cette mini-série de webinaires dédiés aux cultures de cannabis et de chanvre, et ce, du 1er décembre, on a commencé décembre l'année passée, et on terminera, Inch'Allah, le 2 mars 2023 de cette année. Cette mini-série, elle traitera différents aspects allant de la législation, la botanique, l'agronomie et la sociologie jusqu'aux usages et perspectives. Cette mini-série, elle se déroule en six webinaires. Donc, ce même format de la série des webinaires de l'INRA consistant en des présentations principales et des sessions questions-réponses et est animé par des experts et chercheurs reconnus à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir parmi nous professeur Marzouki, qui est un enseignant-chercheur. C'est un professeur de l'enseignement supérieur retraité de l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan. C'est Marzouki, professeur Marzouki. Il a un PhD de la faculté de pharmacie à l'université de Grenade en Espagne. Il est docteur de 3e cycle de CNRS USTL de Montpellier, France. Il est spécialisé en écologie fonctionnelle et évolution et l'ethnobotanique et l'ethnopharmacologie. Il a travaillé sur plusieurs axes de recherche. Je cite les plantes d'intérêt ethnobotanique, l'impact des changements climatiques,
Et la Cordonnier aussi était partenaire dans plusieurs projets de recherche financés par l'Agence de coopération espagnole internationale, l'Agencia Española de Cooperación Internacional, la Junta de Andalucía et la Comunidad européenne et l'Université de Grenade. Il est auteur et co-auteur de plusieurs articles et communications scientifiques. La liste est longue, mais je vais... Rani عن التعريف, c'est Marzouki. Tout le monde, il est très connu. Bon, avant de lui donner la parole pour nous donner un aperçu sur le cannabis au Maroc, c'est-à-dire l'histoire naturelle et les potentialités, j'aimerais mentionner que la conférence, il va durer entre 30 et 40 minutes et que nous aurons ensuite une discussion de 20 minutes. Pour la discussion, je vous invite à poser vos questions écrites via le chat et indiquer, s'il vous plaît, votre nom et votre affiliation avant de poser la question. Et surtout, n'attendez pas à ce que la conférence, c'est-à-dire la fin de la conférence pour les poster. Et vous pouvez aussi poster vos questions en français comme en anglais ou en espagnol. Vous pouvez aussi poser vos questions oralement ou en levant la main électronique sur le MS Team. Et nous sommes impatients de vous écouter, Si Marzouki, et je vous donne la parole. Merci, Madame Al-Halami, pour cette présentation vraiment qui m'honore. Je tiens tout d'abord à remercier les collègues de l'INRA et spécialement Sibn Jelloun pour la préparation de ces mini-webinaires. Et il a dû souffrir un petit peu avec moi vu que vraiment je n'étais pas toujours disponible pour répondre à ces exigences concernant les préparations. Mon état de santé d'un côté et des problèmes de ma petite fille qui m'ont quelquefois fait de ne pas répondre présent à M. Benjelloun. Je remercie également tous les collègues qui sont présents et qui s'intéressent à la thématique du cannabis. Et j'avais mis une affiche que j'ai envoyée à M. Benjelloun dans laquelle j'ai mis botanique, ethnobotanique et ethnopharmacologie du cannabis. Et je me suis amusé à mettre un sous-titre « Quel cannabis choisir pour le Maroc dans le cadre de la loi 1321 ». Je continuerai par une petite présentation me concernant, vu la chronologie de ma biographie. Je suis un enseignant-chercheur de l'université publique marocaine. J'ai eu un doctorat de 3e cycle en écologie fonctionnelle et évolutive et je me suis rencontré avec le cannabis en préparant ma thèse d'État à Montpellier sur une thématique complètement différente qui est celle du dépérissement du chêne-liège. Et je me suis présenté à un projet européen qui m'ont facilité une bourse pour pouvoir étudier une approche de la culture in vitro du chêne-liège. Et c'était prévu qu'à Montpellier, avec une boîte privée, je mènerai cette recherche. Malheureusement, une fois sur place, il y avait quelques difficultés techniques et tout ça. Et ça m'a permis, un jour, dans la grande bibliothèque de l'Université des sciences et techniques du Languedoc, c'est-à-dire de Montpellier, bien que j'étais installé au CNRS, la route de Mende,
je rencontre un doctorant suisse qui venait de présenter une thèse concernant le cannabis. Une petite discussion et il me disait, oui, on a le cannabis, on faisait déjà le terrain. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà 3 ans de travail à la faculté des sciences de Tétouan. Et donc, vu que je m'occupais de la floristique et de la botanique, nos sorties sur le terrain, donc notre rencontre avec la culture du cannabis était presque permanente. Donc, je me suis directement, à cette époque, la bourse que j'avais, c'était une bourse de l'Orstom. À cette époque, l'Orstom, un organisme qui n'existe, je crois, plus en France. Donc, j'avais demandé de me réorienter sur un sujet, chose qui était vraiment facile parce que le directeur général avait accepté que je réoriente mon sujet, bien que j'avais plus, par exemple, je n'étais plus obligé de rendre de compte concernant le chêne liège, vu que l'organisme qui s'était mis d'accord avec nous pour mener ce projet-là avait failli à son engagement. Donc, concernant le cannabis et son histoire, pour le Maroc, la loi 1321 est venue à temps, à un moment vraiment idéal pour changer ces points de vue qu'on avait sur le cannabis et sa culture au Maroc. Donc, la loi 1321 et les 6 décrets accompagnateurs et le rapport du Conseil écologique et environnemental et social avaient présenté des textes qui ont été adoptés. Donc, ça, c'est une étape vraiment cruciale, ou une frontière vraiment cruciale. Publier une loi concernant la réglementation, concernant ce que disent la majorité des gens, la légalisation, légaliser. Un mélange avec dépénaliser, la dépénalisation. Le Maroc n'a pas voté de loi concernant la dépénalisation. On a une loi concernant la réglementation. On a mis des garde-fous. Les garde-fous, c'est-à-dire notre légalisation du cannabis, concerne le cannabis médicinal et industriel. Bien sûr, cette précision rend les choses un peu plus ambiguës. Et là, j'ai mis en rouge, concernant le texte de loi, on parle du qannab al-hindi. استعمالات المشروعة للقنب الهندي. Les utilisations légales du cannabis indien. Cannabis indica, c'est la terminologie de la marque qui a été faite suite, et d'après pas mal de scientifiques de l'histoire naturelle ou de la botanique ou de l'ethnobotanique, essentiellement Antal Schultz et Hoffman, deux grands spécialistes des plantes psychotropes, ont considéré que la description de la marque, à cette époque-là, en parlant de cannabis indica, était complètement erronée. Donc, au Maroc, la loi parle du qannab al-hindi, donc du cannabis indien ou du cannabis indica. Le nom indien ou indica en latin est venu parce qu'un tel Montserrat, un naturaliste, avait ramené un échantillon de l'Inde qu'il avait présenté à la marque à l'époque en faisant sa description. Bien sûr, à cette époque-là, l'INE avait déjà mis sur le terrain le cannabis sativa. Concernant cet aspect de l'histoire ou de cet aspect concernant le cannabis, donc il y a un problème de distribution, problème d'introduction au Maroc, Bildia ou Kif, des dénominations. Et 2020-2021 est venu pour parler des potentialités médicinales. Donc,
on a un petit bagage qui sont des lignes de recherche que je présenterai de temps en temps. Je reconnais un petit peu que cette présentation avec les collègues et vu les conditions dans lesquelles j'avais accepté de participer avec vous, ou la disponibilité de mon temps et de mes obligations et tout ça, m'ont vraiment compliqué les choses, vu que cet exposé est un mélange ou un ensemble de données que j'ai vraiment réussi à mettre dans ce diaporama. Et vous allez remarquer vous-même qu'il y a vraiment une distribution des informations concernant le cannabis. Concernant l'origine du cannabis, est une plante de l'Asie centrale. Pourquoi j'ai mis cette diapo et je veux parler de l'origine? L'origine parce que depuis qu'on a légalisé, depuis qu'on a promulgué cette loi, tout le monde, pas mal de gens, spécialistes, chercheurs, administrateurs, politiciens, tout le monde a participé à compliquer les choses autour de cette plante. Et j'étais étonné il y a quelques semaines et même quelques mois, une fois sur Rabat, une fois sur Casa, sur Rabat et sur Tanger. 3 organismes ont monté des réunions ou des pseudo-colloques ou congrès, comme on veut. Et la vérité, on entend de tout. On a même entendu que le cannabis est une plante endémique du Maroc, une plante autochtone du Maroc, et tout ça, ça a compliqué les choses vis-à-vis de ma spécialité ou vis-à-vis de mon intérêt envers cette plante. Le cannabis est une plante cultivée. Premièrement, plante cultivée. La notion d'endémique tombe directement, elle n'est plus valable. On ne parle pas de plantes endémiques pour les plantes cultivées. La taxonomie et la nomenclature des plantes cultivées, on peut dire sans nous tromper qu'elles n'existent pas. On n'a pas de nomenclature. La nomenclature et la taxonomie s'appliquent aux plantes autochtones, aux plantes naturelles, si on veut, sylvestres. C'est là où on parle de taxonomie. Quand on introduit les plantes cultivées, on va rechercher nos ancêtres de ces plantes. Quand on recherche les ancêtres, on tombe, par exemple, sur l'origine de cette plante. Donc, notre origine ici, de cette plante, c'est l'Asie centrale. La dispersion, vous la voyez à droite et à gauche, et vers l'est, vers l'ouest et vers le sud. Donc, vous pouvez imaginer vers l'Inde, vers le Moyen-Orient, une partie vers l'Europe et l'Asie de l'Est. Et là, les collègues qui s'y intéressent, par exemple, à cet aspect-là de cette précision concernant la nomenclature et la taxonomie de la plante, il y a un travail de 2020-2021 de célèbres botanistes, des botanistes, McPartland et Ernest Small, américains et canadiens, et qui ont mis une précision. Et là, on parle d'un danger concernant la disparition des plantes à drogue d'origine, du cannabis à drogue ancêtre. On sait bien que la marque a décrit cannabis indica, l'INE a décrit cannabis sativa. Cannabis sativa, ça veut dire plante cultivée. Et Janiszewski, en 1924, un russe, a décrit l'ancêtre qui se développe naturellement sur le terrain. On le voit, on a des collègues actuellement qui sont en excursion au Népal, ils sont en train de me ramener des échantillons, même de plantes, du cannabis ruderalis.
Le cannabis ruderalis, vous allez voir à la fin, avec plusieurs autres dénominations, c'est considéré comme l'ancêtre de notre cannabis sativa ou de notre cannabis indica et même de plus d'une cinquantaine de dénominations botaniques binomiales concernant le cannabis de partout dans le monde. Vous devez savoir qu'on avait même un cannabis skiff, le genre cannabis et l'espèce skiff. C'était une description qu'a fait De Candolle dans le temps, vers la fin du XVIIIe siècle. Et René Maire, au début du XXe siècle, il a même mis kiff comme une variété. Donc, cette histoire des dénominations et des études, des spécimens et des échantillons de cannabis retrouvés partout dans le monde, à tel point que vous allez tomber toujours sur, par exemple, cannabis montana, cannabis chinensis. Il y a des espèces ou des dénominations d'espèces qui ont relation soit avec la géographie, soit avec l'altitude, soit vous avez de tout. Je vais vous montrer, par exemple, quelques espèces que j'ai étudiées et qui portent des noms quelquefois vraiment barbares, jusqu'à, par exemple, Mexicana, ça existait, le nom comme espèce, Cannabis mexicana, bien que vulgairement, on la retrouve vers la fin du XXe siècle comme une espèce qui est sélectionnée parce que ça donne beaucoup plus de THC et de cannabinoïdes. Donc, cette distribution, revenons au Maroc, l'arrivée au Maroc, nous, on l'a confirmé avec une étude paléobotanique et un article qui a été publié il y a maintenant 4 ans, et on est en train de préparer un article concernant le cannabis. Une étude paléobotanique qu'on a menée dans le cadre d'une thèse en co-tutelle entre l'université Abdelmalek Saadi et l'université de Montpellier. On a montré que l'introduction du cannabis ou que l'existence de la culture du cannabis était vers la fin au début du XVIe, fin du XVIe siècle. Donc, elle n'est pas tellement longue, cette histoire du cannabis au Maroc. Pour les données historiques, j'ai abordé le cannabis dans les manuscrits anciens ou dans tout ce qui concerne la médecine traditionnelle du Rif. Dans ce sens-là, j'ai orienté mes recherches concernant le cannabis d'une manière un peu traditionnelle. Il y avait l'aspect de la taxonomie, il y avait l'aspect biologique, c'est-à-dire la biologie de la plante, et j'étais surtout subjugué un peu par quelques usages traditionnels sur le terrain de nos cultivateurs. Les cultivateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, ce qu'on appelle tadkar, c'est-à-dire quitter le mal du champ de culture. Cet aspect-là, sur le terrain et durant les approches ethnobotaniques que je menais dans la région, et essentiellement à partir de 88 dans la région de Bouhmed, c'est-à-dire dans la région de Slihat. Après, j'ai élargi mon terrain sur des bioclimats différents. Étant écologiste, ce qui m'intéressait, c'est de voir les impacts où cette culture, comment s'est développée cette culture, presque de l'aride au pérhumide, les différents bioclimats existants dans le Rif. Cet aspect ethnobotanique de terrain a été en plus augmenté par un axe de recherche que j'ai développé avec un groupe de recherche des études arabes de l'Université de Grenade et de l'Université de Cadiz, en abordant un ensemble de textes
Et là, je suggère aux collègues qui s'y intéressent aux utilisations médicinales et qui vont aborder, par exemple, qui cherchent à aborder des utilisations médicinales concernant le cannabis. Notre patrimoine arabo-islamique sur le plan scientifique est d'une richesse que vous pourriez jamais estimer. Là, j'ai cité quelques exemples. J'ai un listing d'une trentaine d'ouvrages et je vous assure que l'Epidolex, le médicament qui a été mis sur le marché à la base de cette recherche qui a mené à l'obtention d'un médicament pour l'épilepsie, surtout l'épilepsie résistante chez les enfants, et toutes les recherches concernant l'épilepsie ont démarré parce que vous devez savoir que Israël et surtout l'université de Jérusalem, l'université de Quds, il y a un département de chimie médicinale qui est dirigé, ou qui a été toujours dirigé par un personnage qu'on considère comme le père du cannabis ou de la chimie du cannabis, qui est Raphaël Mechoulam, et qu'on a eu dernièrement à Casablanca online durant une conférence qui a été à l'université Mohammed VI de médecine. L'épilepsie a été abordée suite à une information qui est dans Tabari, dans son ouvrage, qui traite de l'épilepsie. Nos collègues ont abordé cet aspect-là suite à une information qui se trouve dans ces documents dont je vous montre une partie ici. Moi, je me suis essentiellement intéressé à Ibn al-Baytar, vu que l'aspect botanique et ethnobotanique que j'abordais m'intéressait le plus. Donc, Ibn al-Baytar a une description des plus extraordinaires que vous puissiez trouver concernant le cannabis. Ibn al-Baytar, on peut avoir l'honneur ou le dire vraiment avec fierté. Ibn al-Baytar, 5 siècles avant Linné, avait parlé de cannabis sativa, et 5 siècles avant Lamarck avait parlé de cannabis indica, en faisant la description, en donnant la description exacte. Cannabis sativa al-qannab al-bustani ou cannabis indica al-qannab al-hindi. Ces descriptions, vous les retrouverez dans le traité des simples d'Ibn al-Baytar, le Jami' li-Mufradat al-Adwiya wal-Aghdiya, qui date du XIIIe siècle, la fin du XIIe siècle. Cette information-là, une fois vous attaquez cet aspect-là, et comme on est avec le collègue agronome de l'INRA, vous avez la description dans Ibn al-Awwam. Ibn al-Awwam a une description concernant la culture du cannabis qui est d'une précision et d'une exactitude vraiment étonnante. Donc, on a une source d'information qui est entre nos mains, qu'il faudra potasser pour pouvoir tirer un peu. Vous trouverez par exemple dans le livre de Zahrawi sur le traité de Kitab Soufouf, le traité de polvos medicinales, là vous allez trouver des choses. Ouais. Ça, c'est un aspect, peut-être on pourra y revenir. Là, j'ai mis quelques livres, surtout de notre éminent Daoud al-Antaki. On a le Biruni, on a Ibn al-Quf, Abou al-Khair al-Ishbili avec Ibn al-Awwam qui sont dans le domaine de l'agronomie. Donc, des choses vraiment très intéressantes. Ces données historiques qui nous confirment en plus l'origine du cannabis
et couper court avec tout ce que disent les gens, que c'est une plante qui est vraiment spéciale, endémique, le kiff, là, il faut oublier ces querelles qui n'ont aucun sens. Donc là, on a des évidences linguistiques concernant l'écriture chinoise ancienne, où le cannabis comme plante, là, vous avez une potence et les deux plantes qui sont attachées à la potence pour le séchage des plantes, ça a constitué les premières lettres de l'écriture chinoise, où Ma est considéré comme le cannabis, comme Xi, le pied mâle, Shu, le pied femelle. Donc des choses comme ça datent de plus de 2700 ans avant Jésus-Christ. Donc vous avez 5000 ans d'histoire qui existent. Vous avez des évidences archéologiques qui ont poussé l'origine de la domestication de cette plante vers 10 000 ans. Actuellement, il y a des évidences archéologiques, des évidences linguistiques et historiques et paléobotaniques qui poussent l'origine de la domestication de la plante à 10 000 ans. Pas mal de scientifiques considèrent que la domestication du cannabis se considère comme une des premières domestications de l'histoire de l'humanité. On dit que le cannabis est la première plante qui a rencontré l'homme sur Terre. Donc cette domestication ne date pas d'hier et l'origine est vraiment précise et connue par des données scientifiques, soit en paléobotanique, soit des évidences archéologiques, soit même des évidences linguistiques. Au Maroc, nous, on sait, Ibn al-Baytar a fait la description du cannabis avec une précision inouïe, en parlant de cannabis et de ses utilisations en Égypte. Vers la Tunisie, il y a quelques ouvrages anciens qui citent le cannabis, mais datant un peu avant le XIIe, XIIIe siècle. Au Maroc, il n'y a aucune description. Ibn al-Baytar a fait des descriptions de nos plantes et même de nos plantes des plantes qu'on appelle endémiques. Chez nous, par exemple, la description d'Ibn al-Baytar concernant l'argan est vraiment extraordinaire. Mais il n'a jamais parlé du cannabis au Maroc. El-Bakri, l'historien, ne cite pas le cannabis. Donc, il faut attendre le XVIe siècle pour commencer à trouver des traces dans des manuscrits concernant la culture du cannabis au Maroc. Donc, un des aspects sur lesquels j'ai entamé mes recherches ou mon intérêt, c'était une précision concernant la taxonomie de cette plante ou concernant la classification de cette plante. À cette époque-là, c'est-à-dire le début des années 90, il y avait toujours la querelle si le cannabis est monospécifique ou polyspécifique. Bien sûr, il y avait pas mal d'éminents botanistes internationaux qui ont abordé le sujet, dont les deux Ernest Small et Cronquist, qui ont réglé ce problème essentiellement parce qu'ils étaient sollicités par la justice américaine et canadienne. Quelle est la différence entre cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis, que les gens manipulaient et que même les trafiquants du monde de la drogue ont profité de cette ambiguïté.
Non, moi je cultive le cannabis sativa et tout le monde dit que le cannabis sativa est une plante à fibres et pour les huiles et tout ça. Cette histoire qui a été résolue par Small et Cronquist en 1976, entre 1973 et 1979. 6 ans de travaux vraiment très riches et la bibliographie est pleine de ces travaux-là. Donc, moi, à cette époque-là, j'avais la possibilité de réunir une collection de notre cannabis du côté marocain, moi personnellement, en les appelant des variétés climatiques. Je sais, par exemple, avec un peu de bagage en botanique, je savais que utiliser le mot variété ou utiliser n'importe quel mot pour une terminaison botanique pour ces variétés-là était pas correct. Donc, arbitrairement, j'ai parlé de variétés climatiques. Donc, j'avais Kitama, Jebha, Bouhmed, Shaoun, Babtaza. J'avais une collection de l'Espagne, du jardin botanique, des 2 jardins botaniques des herbiers de Grenade et de Madrid. Et j'avais une collection de la Hongrie qui était le cannabis sativa sous-espèce indica. De la France, j'avais le cannabis gigantea. De la Hongrie, j'avais aussi le cannabis indica. Et le cannabis ruderalis était de l'Ukraine et un cannabis sativa de certaines graines qui ont été cultivées en Espagne et la récolte donc, et on a commencé une étude concernant les graines de cette plante. Et là, je suis tombé sur un phénomène, c'est-à-dire l'analyse bibliographique de la botanique du cannabis. La botanique du cannabis ou l'intérêt des botanistes, elle date presque de la fin du XVe siècle. Donc, il y avait énormément de travaux et il y avait surtout une ambiguïté extraordinaire concernant le fruit. Le fruit qu'on appelle vulgairement maintenant la graine. La graine du cannabis est un akène qui est un fruit sec indéhiscent de la plante elle-même. Donc, il y avait une ambiguïté tellement extraordinaire que la bractée qui entoure, qui est une membrane foliacée, il entoure le fruit à maturité, a été considéré comme le périanthe. Alors que la périanthe, il revient à la membrane fine, comme microscopie électronique, vous voyez sur le schéma à gauche, qui s'est fissuré, c'est ça le périanthe. Maintenant, si vous manipulez les grains entre vos mains, vous avez ce qu'on appelle la graine. C'est un fruit, un akène sec, avec les restes du périanthe. Et en microscopie électronique à balayage, ça montre énormément de détails concernant cette graine ou ce fruit. Ce processus de sélection du cannabis, il était orienté sur 3 axes essentiels, c'est-à-dire on sélectionne pourquoi, on cultive cette plante, soit pour la fibre, soit pour la drogue, et bien, entre parenthèses, c'est les utilisations médicinales dans un sens ou dans un autre, et vous avez tout ce qui est nutritif. Les plantes du cannabis ont été cultivées essentiellement pour la nutrition, à tel point qu'en Chine ancienne, un champ de cannabis est un champ de culture, est un champ de cannabis et de mûrier.
Et là, il y avait la divergence ou la disparité dans la société chinoise. Vous avez la classe prolétaire où vous avez le pauvre, vous avez la population ammatnas, et vous avez tout ce qui est les féodaux et tout ça. Donc, il y avait la soie d'un côté, il y avait la fibre du cannabis d'un autre. Donc, le cannabis nourrissait les Chinois parce que c'est des graines qui étaient riches en protéines et en huile, et la fibre constituait tout ce qui est vestimentaire. Donc, les habits chinois étaient à presque à 100% faits de fibres de cannabis. Bien sûr, les féodaux avaient la soie, donc le mûrier avait doudat al-qaz et la production de la soie pour leurs habits. Là, je vous montre les 3 spécimens qui existent dans l'herbier de Kew. Le cannabis sativa du Linné de 1753, le cannabis indica de la marque de 1785 et le cannabis ruderalis de Janiszewski de 1924. Voilà les différentes dénominations qui existaient depuis 1587 jusqu'à 1926. Ça, c'est des dénominations que vous avez de tout. Hein. Chinensis, Generalis, America, Indica, Fetans, Cannabis Mas, Cannabis Femina. Imaginez que vers la fin du XVIe siècle, le cannabis, les gens avaient des informations concernant les ouvrages chinois. Et là, le célèbre Sheng Nung, qui a écrit la première pharmacopée chinoise, prescrivait le cannabis, par exemple, pour ce qu'on appelle à cette époque-là la débilité féminine, c'est-à-dire les douleurs des menstruations chez la femme et tout ça. À tel point que les botanistes qui sont venus après ont choisi, par exemple, ceux qui ont décrit cannabis mas, ça veut dire masculin, ça veut dire fort, et cannabis féminin. Ils ont aligné la débilité féminin des femmes sur la description botanique. Et il y avait, par exemple, ces 2 descriptions de 1587 dans les champs d'Odense et de Bowen qui ont repris ces dénominations. Et il y avait une erreur catastrophique parce que la plante ou le pied concernant le cannabis mas était la plante femelle, que eux ont décrit comme la plante mâle. Pourquoi? Parce que la plante femelle a une durée de vie beaucoup plus longue que le pied mâle, et le pied mâle est généralement vraiment pauvre en feuillage, il n'est pas tellement vigoureux. Donc l'erreur a été menée durant presque 2 siècles après, avant de corriger que la plante mâle, c'est elle qui meurt avant, juste après l'apparition des pollens et le lâcher des pollens, et la femelle qui est restée une période un peu plus longue après. Donc, plante mâle et femelle, que toutes ces dénominations que vous allez les retrouver sur le travail final ou le travail clé qui a réorienté la botanique et la taxonomie du cannabis de Cronquist et Small. Donc, on se retrouve maintenant avec Cannabis sativa, sous-espèce sativa, variété sativa, dans laquelle vous trouverez une dizaine de synonymes, de Pedomontana, de Précoce, de Monoica, de Americana, Generalis, et même
des gens qui utilisaient même des variétés. Cannabis sativa, variété vulgaris. Cannabis sativa, variété kief. Cannabis kief. Donc, Cronquist et Small ont regroupé un certain nombre dans ces dénominations de cannabis sativa de Linné, sous-espèce sativa, variété sativa de Small et Cronquist. En opposition au cannabis sativa sous-espèce sativa variété spontanée. Et là, on introduit un autre élément qui est plante spontanée ou plante cultivée. Là, on va introduire les caractères agronomiques. Et troisièmement, vous allez tomber, ou le deuxième grand groupe, cannabis sativa sous-espèce indica, variété indica, et dans laquelle vous allez vous retrouver avec la forme afghanica, la variété afghanica, macrosperma ou variété indica. Ils sont tous considérés comme des synonymes de cannabis sativa sous-espèce indica, variété indica. Et cannabis sativa sous-espèce indica, variété Kaffiristanica de Vavilov. Ça, c'est le célèbre spécialiste de la domestication du début du siècle. Il y a un grand centre russe maintenant de la domestication où on retrouve concernant vraiment un vrai musée de cette histoire de domestication du cannabis. La sous-espèce indica, Small et Cronquist l'ont résolu par l'introduction de la chimiotaxonomie. Et là, voilà le tableau qui va résumer cette introduction de l'aspect chimique et essentiellement du THC et du CBD. Et n'oublions pas qu'on est maintenant entre les années 70 et les années 80. Donc, il y a tout ce qui est domestique et tout ce qui est naturel. Domestique, ça veut dire cultivé, intervention de l'homme, intervention de l'agriculteur. Vous avez cannabis sativa avec une richesse en éléments chimiques. On tombe sur la sous-espèce indica. Sinon, le contraire, moins, c'est le cannabis, c'est la sous-espèce sativa. Spontanea. Pardon. Oui. Vous avez beaucoup de slides ou... parce qu'on a dépassé un peu le temps. Quelques-unes. Merci, c'est très... J'ai combien de temps? 0. Mais on vous donne 5 minutes encore pour terminer. Merci. Donc, merci. Cette classification a permis maintenant de séparer en introduisant la chimiotaxonomie, donc que l'indica riche en cannabinoïdes et essentiellement tout le monde a utilisé le rapport THC sur CBD. Le THC sur CBD, là je vous donne quelques classifications qui ont été, la Small et Bexley en 1973 ont utilisé la barre de THC CBD de 0,3 supérieur à 0,3 et inférieur à 0,5 pour le CBD, pour la variété ou pour la sous-espèce à drogue. Ils ont même classé 3 catégories, drogue, intermédiaire et celle de fibre. Fournier et Paris en 1979 ont utilisé la barre de 0,5. Et après, l'équipe hollandaise ont utilisé à peu près les mêmes ratios de Fournier et Paris. Donc, je vais rapidement sauter quelques slides qui n'ont pas, juste pour l'ère de culture et l'écologie au niveau du Maroc. Et là, c'est vraiment signaler cet aspect-là, parce que notre légalisation, nos autorisations de la culture du cannabis risquent d'être catastrophiques envers la forêt marocaine.
Donc là, c'est une alerte qu'on devrait maintenir parce que le cannabis, vous le retrouverez dans toutes les séries de végétation naturelle, surtout au nord du Maroc. Bien sûr, le jour où on va élargir nos terrains et on va s'attaquer vers les régions du sud ou du sud-est et tout ça, le cannabis, sa légalisation sera beaucoup plus intéressante et sans dégâts. Concernant l'aspect ethnobotanique, là, on est dans des champs. Alors, avec cette photo-là, je voulais montrer la présence de Ethan Russo, le célèbre neurologue américain concernant l'utilisation médicinale du cannabis. C'est une référence incontournable pour nos collègues qui s'intéressent à l'utilisation médicinale et à une recherche raisonnée. C'est quelqu'un qui travaille depuis les années 80 concernant le cannabis. Là, dans la région de Zomi, avec un sociologue, un cathédratico de sociologie de l'Université de Grenade, c'est dans ce champ-là qu'on a abordé une thématique concernant une utilisation médicinale du cannabis. La préparation du kiff, le kiff. Tout le monde parle du kiff. Le kiff, c'est une préparation. Vous avez le cannabis sativa, bien sûr, sous-espèce indica, variété indica, et vous avez du nicotiana rustica. Donc, les gens qui veulent utiliser cette dénomination, et on a certains collègues, que ce soit français, que ce soit marocains, qui veulent labelliser et parler de la plante marocaine, c'est le kiff. Le kiff, c'est une préparation destinée à la consommation. Donc, est constituée de deux plantes totalement différentes, famille Cannabacées et famille de Solanacées. Là, c'est le système de... Là, quelques publications concernant un plan de développement local. Là, en passant maintenant, je vais sauter de ces observations ethnobotaniques. Je suis passé à l'utilisation de l'information ethnobotanique ou ethnopharmacologique et essayer de passer au laboratoire pour vérifier certaines choses. Là, j'ai eu la chance en 1997 d'être abordé par ce fameux neurologue, Ethan Russo, qui m'a facilité un matériel pour suivre l'effet du cannabis sur la vision nocturne. Cette information de la vision nocturne, je l'ai récoltée depuis 88 jusqu'à 95 dans nos environs, surtout avec nos pêcheurs traditionnels du nord du Maroc. Il fallait que j'attende de tomber sur un petit article de quelques lignes dans la revue Science d'un certain West, un ophtalmologue américain, qui parlait de cet effet du cannabis sur la vision nocturne en Jamaïque. Les pêcheurs jamaïcains buvaient une boisson alcoolisée faite à partir du cannabis et ça leur permettait de naviguer entre les rochers d'une manière exceptionnelle. Moi, j'avais publié cette information dans un petit travail d'ethnobotanique comme anecdotique, une anecdote que les gens de la région se moquaient de moi en me disant, si tu veux voir durant la nuit, vas-y, prends-toi un souci et tu verras bien. Donc, cet homme s'est présenté, il m'a facilité un matériel, on a fait des essais, on a sorti 2 publications, 2004 et 2007, concernant la vision nocturne, l'amélioration de la vision nocturne. Et là, pour mes collègues qui s'y intéressent maintenant avec cette légalisation et à l'ouverture pour les travaux autour du cannabis, la démarche, la mienne est une démarche vraiment classique, longue et tout ça. Une information ethnobotanique, répertorier l'information, passer à un aspect de laboratoire, de test, c'est ce qu'on appelle un peu l'ethnopharmacologie.
Moi, j'ai testé la consommation du kiff chez mes informateurs. Avant, après, une étude comparative. Ça, c'est un champ abnormal. C'est mon premier champ dans lequel j'ai abordé le cannabis. C'est 88-89. Agdi, c'était un gardien forestier. La technique de séchage, le Nicotiana rustica, la plante qui est importante. Et là, la photo en haut, vous avez Bab Kader. Et là, c'était mes étudiants d'ethnobotanique de la section de l'année 1993. Et sur cette photo, 3 des étudiants présents sont maintenant des universitaires, des professeurs universitaires. Et là, ceux qui utilisent le SIPSI sont maintenant des enseignants de 2e cycle. Et là, le bonhomme, le vieux, c'est un de mes meilleurs informateurs, l'Arhmo. Ce type est mort à 93 ans. Il avait fumé plus de 70 ans, parce que lui, il ne se souvient même pas quand il a commencé à fumer le cannabis. Un des informateurs extraordinaires avec lesquels, avec le département de physiologie de l'Université de Grenade, avec le neurologue, était vraiment un modèle avec lequel j'ai développé quelque chose d'intéressant là. Mon travail ou ma rencontre avec le cannabis a donné naissance de 5 thèses et une vingtaine de publications. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Merzouki, pour cet exposé très, très intéressant. Vraiment, on a suivi avec beaucoup d'attention et on a appris beaucoup de choses sur l'histoire qu'on ne connaît pas. Il y a des choses, personnellement, je viens de les détecter à travers votre excellente présentation. Et c'est vraiment l'ethnobotanie, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. C'est une thématique vraiment très intéressante qui nous a montré, nous a clarifié un peu et beaucoup, je dirais, cette plante. Il y avait beaucoup de gens, exactement ce que vous venez de dire sur le côté endémique de la plante. Il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui croient que cette plante se trouve à l'état spontané au Maroc. C'est une plante sauvage, mais c'est pas ça. C'est une plante cultivée qui a été domestiquée et introduite, mais il y a longtemps. Ça fait très longtemps et a été domestiquée au Maroc. Et aussi, vous avez participé à la taxonomie et la détermination de l'espèce. Et il y a pas, et vous avez apporté beaucoup de clarifications en citant aussi la bibliographie dont on dispose et qui est en Espagne. Vraiment, moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup de choses dans les bibliothèques en Espagne, que ce soit de Ben Laouam ou la Zahraoui ou la Barouni. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et qu'il faut explorer, qui décrivent les plantes avec une précision et une exactitude remarquable qu'il faut explorer. Merci beaucoup. Et aussi cette différence entre, bon, le kiff, c'est une préparation, effectivement, il y a beaucoup de gens qui confondent cette notion. Ils croient que le kiff, c'est bon, quand on parle de cannabis, drogue, donc c'est le kiff.
ou même, mais c'est vraiment, je vous remercie beaucoup et je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais ouvrir le débat à l'audience. Bon, à travers, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir et n'a qu'à lever la main. Bon, Madame oui, Sami Alami, oui, il y a des c'est questions dans le Benjelloul. chat. Oui, Il y a des questions dans le chat et il y a aussi des mains déjà levées. je vais voir. Oui, les mains levées, je vais commencer peut-être par les mains levées. Il y a Simorad Rasfa. Vous pouvez vous présenter et vous poser votre question. À vous la Oui, salam parole, alaikum. Simorad. Merci bien, madame. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous et je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. On a vu que le Covid nous a forcé à travailler à distance et c'est une très bonne chose. Alors maintenant, je voudrais saluer mon ami et mon ex-ami de Oujda, que je n'ai pas vu, peut-être ça fait 40 ans, puisque nous avons, professeur Merzouki et moi-même, inauguré la faculté des sciences de Oujda en 1979. Et là, après 40 ans de séparation, c'est un grand plaisir de le retrouver. Tahia. Merci, Donc, Simorad. bravo et encore une fois, je ne cesserai de vous féliciter, cher ami, pour ce travail de très haut niveau. Et comme disent les Espagnols, vamos al grano ya. On n'a pas beaucoup de temps et on va aller au grain ou à la question, ou plutôt aux questions pour lesquelles nous avons beaucoup d'intérêt en ce moment avec la légalisation du cannabis. Tout le monde se pose la question. Je voudrais simplement, c'est plutôt une remarque, en fait, pour enrichir le débat et pas tout à fait une question. Et professeur Merzouki pourra donc faire un feedback sur mon intervention. Alors, en tant que Pouvez-vous, scientifique... s'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous mettre votre caméra on pour qu'on vous voit et vous vous présentez, s'il vous plaît? Avec plaisir. Merci. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà donc, je suis Mourad Raspa, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de Fès, ex-doctorant à l'Institut Pasteur de Paris et ex-chercheur à la fac de médecine de Harvard et de fac de médecine de New York. Et ayant travaillé aussi dans un laboratoire de recherche en Espagne pendant plusieurs années. Donc, tout ça, ça nous permet de revoir avec profondeur les possibilités d'utilisation des produits du cannabis. Et comme personnellement, avec mes collègues à la fac, nous nous intéressons aux produits du terroir marocain et comme exemple l'huile d'argan sur laquelle nous avons fait de plusieurs travaux cliniques. Et là, on s'intéresse bien sûr au cannabis, mais le cannabis, c'est quelque chose de tout à fait particulier, puisque d'abord, ce n'est pas un produit qui est sur le marché pour la consommation normale. Et puis, la composition, la phytochimie de cette plante, elle est très compliquée et ça englobe des milliers de molécules. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau mondial, même les laboratoires les plus avancés, je dirais comme les autorités américaines, en 2017, ils ont fait je dirais, fait un résumé de la situation. Et de nos jours, on voit qu'ils ont autorisé quelques spécialités pour des indications très limitées. En particulier, M. Merzouki a cité les crises épileptiques. Il y a peut-être d'autres utilisations, mais c'est très restreint. Mais je dirais, tout simplement en tant que pharmacologue et s'intéressant à ce sujet, nos cellules, surtout au niveau du cerveau, elles sont très sensibles puisqu'on sait qu'il y a des endocannabinoïdes dans nos corps. Et ces endocannabinoïdes, ils jouent un rôle dans la physiologie normale de notre cerveau et de nos cellules. Et c'est pour ça que maintenant,
les phytocannabinoïdes, ils viennent pour perturber en grande majorité toute cette physiologie, d'où le problème de l'intoxication, je dirais, en général, que nous voyons suite à la consommation du cannabis. Au niveau cérébral, nous avons l'histoire du LSD dans les années 40. Les chercheurs voulaient en faire un médicament. Le LSD, c'est une drogue récréative, mais finalement, on a laissé tomber parce que c'était très compliqué. On a trouvé qu'en fait, au niveau cérébral, nous avons quelques acides aminés qui jouent un rôle très important ou des petites molécules dont la dopamine, la sérotonine et d'autres petites molécules qui sont la clé de nos comportements et de notre psychisme. Et ces perturbateurs, je dirais, végétaux, suite à la consommation comme le cannabis, ce sont des psychotropes. Et je dirais que de nos jours, nous n'avons pas suffisamment les moyens pour aborder facilement les études cliniques, surtout parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir des produits purifiés pour pouvoir parler d'un produit à étudier en clinique. Alors, simplement, je voudrais encore remercier le professeur Marzouki. On aura peut-être, dans l'intérêt de notre pays, besoin de s'asseoir pour enrichir le débat et permettre à plusieurs intervenants d'intervenir sur ce sujet, aussi bien les pharmaciens, les médecins, les chimistes, les botanistes. Et là, on pourrait enrichir le débat et sortir avec quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au Maroc? Parce qu'il ne suffit pas de légaliser le cannabis pour dire, voilà, ça y est, attention, souligner que le produit est dangereux, que les gens n'aillent pas consommer n'importe comment le produit. C'est un produit psychotrope, c'est des produits dangereux et toxiques, et il va falloir s'asseoir pour éclairer nos jeunes, éclairer nos scientifiques, quelle serait l'utilisation réelle et quel est notre potentiel au Maroc pour aborder le sujet de l'utilisation en médecine. Ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Je vous remercie et bon courage pour les jeunes. Et encore une fois, Tahia c'est Marzouki, c'est un grand plaisir de te voir en face, mais on aura, Inch'Allah, bientôt l'occasion de se voir lors de réunions qu'on aura fortement besoin de réaliser pour aboutir à quelque chose au niveau du Maroc, parce que nous avons besoin de tout le potentiel humain marocain pour aborder ce sujet. Merci, madame. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Simorad, pour votre intervention. Oui, on va, si Marzouki, si vous le permettez, on va rassembler deux autres questions et on va vous donner la parole pour répondre. Pas de problème. C'est bon? Comme ça, pour gagner un peu de temps. Merci. Merci, c'est Marzouki. Je donnerai la parole à Siwalid Aboussi. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et vous mettez votre caméra et essayez d'être un peu bref pour gagner un peu de temps. Merci, je vous remercie. Merci, madame. Professeur, je suis pharmacologue, un prof à la faculté des sciences de Rabat. En fait, j'ai assisté à cette présentation. J'ai essayé de comprendre si jamais au Maroc, il y a une banque pour les différentes variétés de cannabis. Ça veut dire c'est pour cannabis sativa ou indica qu'on peut utiliser, qu'on peut l'exploiter dans notre laboratoire. Et dans un deuxième temps, j'ajoute ma parole au professeur Mourad Vessa. En fait, dans le monde, il y a des centaines, voire des milliers de médicaments maintenant à base de cannabis, soit pour le traitement des spasmes, pour le traitement d'épilepsie, autant qu'anti-inflammatoire. D'accord? Je me demande s'il y a une idée pourquoi on ne trouve pas ces médicaments sur le marché marocain. Et merci. Si, merci beaucoup. C'est Mourad. Non, c'est pas c'est Mourad, c'est نعم سي وليد ياك وليد oui c'est Walid oui اسمح لي oui pour votre intervention
Je donnerai la parole à CNS Khaldoun. S'il vous plaît, à vous la parole, CNS. Bonjour tout le monde, merci Madame Iman pour la parole. D'abord, je vous remercie Monsieur Abdelrahman Merzouki pour cette présentation très enrichissante. J'ai une simple question. D'après votre expérience en botanique ici dans les vergers du cannabis au Maroc, est-ce que vous pouvez nous donner une description morphologique ou bien botanique de la variété locale connue ici au Maroc par le nom Bilgia? Et merci. Merci beaucoup pour votre question. Bon, je peux vous répondre après le professeur Merzouki. Alienra, bon, je donnerai la parole d'abord à C. Merzouki, après je dirai un petit mot à ce propos. Allez-y, C. Merzouki, à vous la parole, Oui, si vous voulez répondre. Juste des petites réponses. Pour Simorad, vraiment ravi de renouer contact après vraiment 40 ans de séparation. Donc, Simorad, concernant l'aspect pharmacologique, l'avantage que vous avez, c'est que la bibliographie est vraiment disponible et d'une richesse extraordinaire. Donc, le Maroc a légalisé l'utilisation médicinale, c'est-à-dire l'aspect recherche est ouvert. Tous les gens qui avaient ce tabou, par exemple, qu'on ne pouvait pas toucher la recherche concernant le cannabis, c'était vraiment un tabou que généralement, je parlerai plutôt de nos universités. Moi, j'ai jamais eu de problème depuis 88, 89, 90, avant de m'installer en Espagne en 92, durant 4 ans suite à un détachement où j'ai amélioré les choses. J'ai pris mes plantes du Maroc et je les transportais en Espagne. J'ai pris mes graines du Maroc que j'ai cultivées dans les serres de la faculté de pharmacie et de Grenade. Donc, ce tabou-là, maintenant, n'existe pas. On veut faire de la recherche concernant le cannabis. Le protocole est classique. Le protocole est classique. Il y a le tfkir al-ilmi, reste toujours tfkir al-ilmi. Il faut éviter un peu ces solutions de facilité et commencer à sauter d'un coin à un autre sans vraiment mettre l'aspect méthodologique au sérieux. Prendre la méthodologie au sérieux, c'est un aspect extraordinaire. On a tellement de moyens, on a tellement de ressources humaines qu'on n'arrive pas à mettre de l'avant et à les pousser à produire sérieusement. Je reste à votre disponibilité, Khouya Mourad, et tous les collègues, s'il y a possibilité de collaborer ou de discuter essentiellement, vu que mon état ne me permet pas beaucoup de me déplacer ou tout ça. Donc, je suis disponible pour toute discussion possible. Pour notre collègue Siwalid, beaucoup de médicaments, non, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Il y a du THC synthétique avec lequel on a fait le marinol à une certaine époque pour les malades du sida ou les cancéreux suite aux effets de chimiotaxonomie, de la chimiothérapie, et c'était administré comme anti-émétique. Après, la science ou la pharmacologie ou la chimie pharmaceutique a donné jusqu'à présent, on peut dire, 3 groupes de médicaments. On a parlé de l'Epidiolex pour l'épilepsie, on parle du Sativex. Le Sativex, et je vous ai montré dans l'exposé
Étain Rousseau était responsable des essais cliniques de la dernière étape dans le groupe, dans la société qui a commercialisé le médicament, la GW Pharmaceutical. Il était installé à Londres. Cet ami s'est déplacé durant 4 ans pour suivre ses effets cliniques et il s'est installé à Londres durant 4 ans. Le Sativex, c'est lui qui a admiré, c'est un spray sublingual qui est administré sublingual et qui est administré pour les douleurs de la sclérose en plaques. C'est un médicament qui est maintenant, pourquoi ces médicaments ne sont pas commercialisés au Maroc? Parce que la commercialisation des médicaments, elle dépend des organismes nationaux. Donc, ça dépend de nos boîtes qui achètent le médicament, ils peuvent le mettre sur le marché. Moi, je sais pour le Sativex, il a été légalisé ou il a été autorisé dans plusieurs pays européens suite à des discussions avec les États concernant surtout le prix. Je connais des amis qui l'ont acheté à 580 €, ou le 100 millilitres de ce spray. C'est un médicament qui coûte encore très cher, mais qui est disponible, par exemple, en France, en Allemagne. En France, je crois qu'il y avait quelques réticences. Les Allemands avaient des réticences concernant le prix, mais il est disponible partout. Moi, j'ai 3 ou 4 médicaments qui sont commercialisés, par exemple, au Canada, et qui concernent, par exemple, comme anti-inflammatoire. Donc, Anas Khaldoun, description de la Bildia. Description de la Bildia, je ne sais pas si vous avez fait attention durant l'exposé. Durant l'exposé, il y avait des champs de Bildia où la plante ne dépasse pas les 60-80 cm. C'est une culture, si vous voulez, printanière, pour ne pas dire, on la cultive à partir du mois de février, début du mois de février. Donc, on la récolte généralement le mois 6-7. La description concernant l'appareil végétatif, elle est identique à n'importe quel autre cannabis. Seulement au niveau de la taille et au niveau de l'inflorescence. L'inflorescence, surtout pour la plante femelle, c'est là où s'est concentrée la majeure partie de notre résine, soit dans les feuilles, les petites feuilles de l'inflorescence, soit au niveau des bractées. Les bractées que je vous ai montré tout à l'heure avec la graine, ces bractées, qu'on appelle vulgairement les winnettes, que nos consommateurs du kiff cherchent généralement à inqew les winnettes et les petites feuilles qui sont coupées pour faire du kiff. Pour le hashish, c'est autre chose. C'est-à-dire le cannabis, la résine, comment elle est tamisée, qu'on appelle amaliyat nafd, comment ils sont tirés, comment on fait tomber ces poils pour avoir de la résine de grande qualité, c'est faire tomber les trichomes, c'est faire tomber ces poils glandulaires. Vous avez des poils glandulaires, multicellulaires, qui sont riches en résine. Sinon, la description botanique est identique pour tout. On n'a pas de problème. On n'a pas de ces sous-espèces ou variétés ont été adoptées par la chimiothérapie, par la chimiotaxonomie, c'est-à-dire dosage des cannabinoïdes,
essentiellement le THC qui a les effets psychotropes ou le CBD qui n'est pas psychotrope. Et on fait un rapport. C'est le ratio que je vous ai montré sur l'histoire des différents ratios utilisés. THC sur CBD. Si le rapport est élevé, on parle de sous-espèces à drogue. S'il est inférieur, on parle de sous-espèces à fibres, c'est-à-dire cannabis. Sinon, il n'y a pas de particularité morphologique sur les plantes du cannabis. Et vous devez savoir une chose, la plante, et ça je le précise durant 40 ans, la plante est tellement particulière qu'avec le même lot de graines, qu'avec la même graine, vous la mettez dans un tube à essai, elle vous donnera son cycle biologique au complet, c'est-à-dire jusqu'à la fructification. Du même lot de grains, vous mettez dans un sol fertile, vous avez une plante de 4 mètres, 5 mètres. Et un petit rappel aussi que j'insiste toujours à le dire, c'est que cette plante domestiquée, donc, elle a une relation étroite avec l'activité des agriculteurs. Vous lui donnez quelque chose, elle vous donne cette chose. Vous l'abandonnez, vous aurez des plantes échappées à la domestication. Je n'avais pas beaucoup de temps pour vous montrer ce que c'est les échappées de la culture. Par exemple, dans les environs de Kaboul, en Afghanistan, même avant la guerre et tout ça, le cannabis existait comme plante échappée à la domestication et qui retrouve ses caractéristiques ancestrales. Elle retrouve ses caractéristiques comme il existe actuellement au Népal ou dans le nord de l'Inde et tout ça. C'est-à-dire une plante qui est devenue naturelle. Chaque printemps, vous avez des plantes de cannabis. Bien sûr, si vous allez passer à la chimio, taxonomie, si vous allez passer à la phytochimie, vous allez retrouver pas mal de choses différentes de la plante cultivée. Donc maintenant, cette année, la dernière photo que j'ai montrée pour la présentation, c'est le champ de Babbered où on a cultivé cette année cette variété. C'est la photo d'un petit champ en face de la mosquée. Donc là, vous avez la description de la plante, bien sûr, la morphologie, ça vous paraît différente un petit peu de ce champ-là, d'un champ que j'ai montré de 88. Bien sûr, la plante, elle est monopodique, elle n'est pas ramifiée. C'est ça les seules différences avec ces plantes issues des graines sélectionnées qui sont arrivées au Maroc à partir de la fin des années 90 essentiellement, où on se retrouve maintenant, je n'ai pas montré la production des cultivars issus de la sélection. On a travaillé avec Critical Plus, avec Mexicana, Khardala, Amnesia, 4-5, et avec une variété sélectionnée à fibres. Et une fois à maturité, je vous assure que vous rappellerez plus de qui est Critica, qui est Mexicana, qui est Khardala. Donc les caractéristiques morphologiques ne sont pas tellement différentes. Merci. J'espère que j'ai répondu à tous les collègues. Oui. Je pense que vous avez fait le tour. Même il y a des questions sur le chat et vous avez apporté aussi des réponses. Effectivement, j'allais dire qu'il n'y a pas de différence sur le plan, donc c'est sur le plan botanique, mais il y a des différences sur le plan chimique des plantes. Sur le plan, Bon. oui, cette différence sur le plan chimique, c'est la caractéristique qui est recherchée par les sélectionneurs.
Exactement. Maintenant, là, j'apporte, Exactement. si vous permettez, Madame Lalami, là où j'apporte une précision concernant ce qu'on veut cultiver au Maroc. On nous a dit Oui. que la loi va permettre la culture des variétés ou des cultivars, qui vont avoir au début moins 0,2% de THC. On a élargi le 0,2% à 1%. Maintenant, on parle inférieur à 1%. Donc là, n'oublions pas que le cannabis, il dépend de la semence aussi, mais il dépend de l'environnement dans lequel vous allez mettre cette semis. Et là, l'histoire a montré pas mal de choses. L'histoire des Égyptiens. Mais il y aura à la un fin suivi. du 19e. Oui. Ouais, il faut faire attention avec ça, sinon on va introduire des cultures contrôlées, et ça c'est autre chose. Oui. Il y aura un suivi. Donc, c'est du cannabis à usage médical et industriel, pas plus. Et il y aura un suivi et des contrôles, bien sûr. Et Rire, je porte à votre connaissance qu'à l'INRA, on a entamé un programme sur le cannabis en tant que plante aromatique et médicinale à usage médical. Et il y aura la sélection de variétés et des écotypes locaux dans les provinces qui sont autorisées à pratiquer cette culture, telle que Chefchaouen, le Hossima et Taounet. Bon, c'était vraiment un grand plaisir et vous nous avez honorés, Simrzouki, par cette présentation qui est très, très riche en informations et surtout sur l'histoire, sur l'ethnobotanie, c'est très important. Et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre aussi avec vous et d'avoir l'occasion de créer d'autres occasions pour discuter autour de cette thématique qui est très intéressante. Madame Sana. Oui, mais je vais voir, mais vraiment, on a dépassé le temps, mais je vais quand même, oui. Je ne la vois pas. Elle a baissé sa main, oui. Elle a baissé sa main. Okay. Merci, madame. Merci, oui, madame. Et je remercie aussi tous les intervenants qui ont enrichi le débat avec, madame Alami, avec leurs commentaires. D'accord, je vais voir juste qu'est-ce qu'il... D'accord. Madame Sana Mehdi, à vous la parole et vous êtes la dernière intervenante. Rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Salam alaikum. Je tiens d'abord à remercier l'INRA, professeur Merzouki, pour cet excellent exposé. Vraiment, c'était très, très intéressant. Moi, je suis généticienne de formation à l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II, lauréat 94. J'aimerais juste poser une question sur est-ce qu'il y a des variétés inscrites au catalogue officiel ou est-ce que c'est en cours? Deuxième question, il y a une banque de Génostat. Est-ce qu'on peut trouver des collections de cannabis au niveau de cette banque? Et ma troisième question, vous avez parlé de la semence et de l'environnement. Est-ce que la culture de cannabis pour des fins médicales devrait être pure ou non, donc, ou tout à fait spontanée? Voilà, merci beaucoup, professeur Merzouki. Merci. Merci, madame Imen. Merci à vous. Donc, le catalogue officiel. Apporter quelques... Oui, non, les collègues de Madeleine
les collègues qui ont des informations concernant le centre de stats. Moi, la dernière fois sur Tanger, quand on a discuté, il n'y avait pas de dépôt de variétés ou de semences du cannabis. Concernant la sélection des semis maintenant pour le cannabis médicinal, il y a une précision à apporter. Le cannabis médicinal, comme on le connaît maintenant à l'échelle mondiale et qui est utilisé par les boîtes pharmaceutiques à l'échelle internationale, c'est du cannabis qui est sélectionné, qui est cultivé sous conditions très contrôlées, strictes. C'est-à-dire, vous sélectionnez des graines, vous les apportez sur le terrain. Moi, je vous assure, et ça c'est une expérience personnelle, je vous assure que vous allez avoir d'énormes surprises. D'énormes surprises. Donc, attention aux graines sélectionnées, les conditions de sélection, le catalogue ou l'information, la fiche technique de la graine doit être respectée. Et sur le terrain, dans le RIF, où moi, en tant qu'écologiste, je suis passé de l'aride au pérhumide avec des cultures bilbildia normales, ça c'est une chose. Ramener des graines sélectionnées aux États-Unis dans des laboratoires sophistiqués et tout ça, et le mettre sur le terrain, c'est une expérience intéressante parce qu'on va avoir énormément de surprises. Et ça, c'est le risque, moi, que je le répète tout le temps, c'est aux gens de décider, à nos spécialistes de l'agronomie. Ça, je crois qu'il y aura un centre à Bni Boufrah, un petit laboratoire où l'INRA va travailler sur cet aspect-là. Effectivement, c'est Marzouki. Et à propos de la banque de gènes de Stats, effectivement, je confirme ce que vient de dire mon professeur. Et on a commencé maintenant, il y a quelques écotypes, mais c'est à l'état embryonnaire. On a fait une petite collecte qu'on est en train et on a la semence dans la banque de gènes. Et pour votre information, on est en train de construire une autre banque de gènes dans la région de Rabat, à 30 km dans la région de Zér. Donc, avec une capacité de beaucoup plus d'abriter les différentes accessions. Et en plus du végétal, on va ajouter aussi les ressources animales et les ressources concernant les micro-organismes. Bon, sans tarder, je vous remercie, je réitère mes remerciements encore une fois, c'est Marzouki, pour votre excellente présentation et pour le débat. Je remercie encore une fois tous les orateurs, tous les intervenants, et je remercie Sibin Jelon et je lui passe la parole. Merci. Merci, Madame Ilham. Merci, Madame Tami Alami. Juste à la fin, je voudrais mentionner que le prochain webinaire de cette mini-série sur le cannabis est prévu dans 2 semaines. Madame Bouteina, si vous pouvez afficher, très bien. Alors, il aura lieu le 19 janvier. Il sera animé par le professeur Khalid Mouna de l'université Moulay Ismail Amknas. Il traitera un aspect un peu sociologique. L'intitulé est « Le foncier et le territoire, les limites d'une gouvernance de la légalisation du cannabis ». Ça sera le 4e webinaire de cette mini-série. On aura 2 autres qui seront déjà affichés sur votre écran. Aussi, je voudrais mentionner que vous avez dans le chat le lien vers un questionnaire très court de 4 à 5 questions pour nous faire part de votre appréciation de cette série de webinaires. Merci de le renseigner, c'est très utile. À la fin de ce questionnaire, vous pouvez demander l'attestation de participation à ce webinaire pour les gens qui le souhaitent. Enfin, au nom des organisateurs, j'aimerais remercier à mon tour tous ceux qui ont participé aujourd'hui et surtout et qui ont enrichi le débat et cette conférence.
Et je remercie surtout notre conférencier, professeur Abdelrahman Merzouqi, pour avoir accepté d'animer cette conférence malgré ses différentes contraintes, que ce soit sur le plan professionnel, personnel et familial. Je le remercie également pour ses réponses très riches aux questions. Je remercie vivement Dr Tahami Al-Alami qui a accepté d'assurer la gestion efficace de ce webinaire. Merci Madame Tahami Al-Alami. J'aimerais aussi mentionner l'aide capitale Dr Fawzi Bkaoui, directeur de l'INRA, pour l'organisation de cette série. Je remercie vivement mes collègues, les membres des comités d'organisation et scientifiques de la série de webinaires de l'INRA, spécialement Mademoiselle Boutaina Abidou, Atman Sbatar, Dati Razi, Si Abdelaziz Yassri, Sinordine Bahri, et aussi les autres membres pour leur contribution essentielle. Vous avez quelque chose à rajouter, professeur Merzouqi ou docteur Tahami Al-Alami? Professeur Merzouqi, un dernier mot? C'est Benjelloun, merci. Et mes salutations à tous les collègues de l'INRA, à M. Bkaoui et à tous les collègues. Merci à vous. Merci à vous. Docteur Tahami Al-Alami, c'est OK? Merci, bon? Je vous remercie et bon courage et hasta pronto. Hasta pronto. Okay. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt. Okay, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci.